Donc dans la définition de la robustesse, il y a deux notions. Il y a le fait d'être stable et viable. Comment est-ce que le système peut réussir à se maintenir dans un contexte fluctuant ? Et la deuxième partie de la définition, c'est ce système va être viable dans la durée. Il faut de fait ne pas impacter ses ressources. Il faut justement contribuer à nourrir la santé des personnes, la santé de la société, la santé des milieux naturels. Tous les êtres vivants utilisent ça. Quelque chose qui aussi être inscrit dans l'ADN de ces fermes collectives, c'est qu'elles sont vraiment ancrées dans un territoire et par une volonté des paysans et paysannes de nourrir et d'être en lien avec ce territoire-là. Tout est vendu 100% en local, ultra local et la plupart du temps en circuit court. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dépendants du prix du gasoil ou de l'électricité pour aller approvisionner tel ou tel endroit. En fait, l'efficacité, elle permet la robustesse aussi, et que c'est peut-être pas un gros mot en fait de parler d'efficacité, parce que par exemple, moi, si je fais de la transfo justement et que je suis efficace sur ma transfo, eh ben, j'aurai du temps pour justement faire une réunion avec les collègues qui est pas rémunérée. On est quand même obligé dans ces fermes d'activer quelque part au maximum tout ce qui fait de notre robustesse, mais donc justement, le moment on peut baisser un peu la pression, on a un peu droit à l'erreur, on est en mode performance, effectivement, presque sans repos. À un moment, parce que les décisions politiques sont quand même un impact, on a vraiment l'impression d'être à rebours d'un projet politique social, alors que pourtant on a l'impression, et que c'est quand même prouvé scientifiquement et sociologiquement, qu'on est au contraire la proue de ce qu'il faudrait faire, ça devient complètement paradoxal. En février 2026, je me suis rendue aux rencontres des fermes collectives en Isère. L'une de mes missions pendant cet événement était d'organiser une conférence et un atelier pratique pour questionner la robustesse des fermes collectives. Un thème passionnant et donc délicat. On pourrait penser que les fermes collectives engagées dans l'agroécologie sont très robustes par rapport aux exploitations agricoles conventionnelles. Mais vous le sentirez dans ce reportage, c'est bien plus complexe que cela. La première partie est un condensé de la conférence complété par des interviews réalisées pendant l'événement. Vous découvrirez ce qu'est la robustesse, des exemples d'applications en agriculture, les questionnements que soulève la robustesse pour des membres de fermes collectives qui étaient présents à cette conférence, et notamment pourquoi incarner la robustesse en tant que ferme est loin d'être simple dans le contexte actuel. Dans la seconde partie, plusieurs fermes, et notamment la ferme collective des Volonteux, témoignent. Se sentent-elles robustes dans un monde fluctuant ? Qu'ont-elles mis en place pour renforcer leur robustesse et qu'est-ce qui est difficile à mettre en œuvre ? Je m'appelle Opaline et j'anime le podcast Agroécologie Voyageuse pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre. La conférence, l'atelier et ce reportage ont été réalisés en partenariat avec EU Farms, un réseau de fermes apprenantes agroécologiques et bio en Europe, présenté notamment dans l'épisode 105, et le réseau Les Fermes Partagées, qui propose d'outiller et d'accompagner les collectifs agricoles pour répondre aux enjeux de renouvellement des générations agricoles et de la transmissibilité des fermes. Pour compléter cette écoute, vous découvrirez de nombreuses ressources dans les notes de l'épisode. Belle écoute. Aujourd'hui dans dit simplement une épidémie de burn-out généralisé, burn-out à tous les niveaux. Au niveau de l'humain, au niveau de la santé humaine, on a, alors si je donne les chiffres, 2,5 millions de Français et Françaises en burn-out sévère aujourd'hui. On a en 10 ans multiplié par 7 les arrêts de travail longue durée et on a des personnes qui sont aujourd'hui considérées en mort sociale. On a 750 000 personnes concernées qui sont dans un isolement extrême et ces chiffres ne font qu'augmenter.
On a plus 42% de personnes en mort sociale en 4 ans, plus 150% en 8 ans. On aura 1 million de personnes en mort sociale en 2030, si ça continue comme ça. Aurélie Sutter est facilitatrice de projets au service d'une économie qui régénère et prend soin, et membre du collectif larobustesse.org. Je l'ai rencontrée grâce au reportage qu'elle a réalisé à la ferme du Grand Laval, une ferme qui justement a développé sa robustesse avec une forte diversification des productions et la pratique du réensauvagement paysan. La conférence démarre avec cette question. C'est quoi le problème avec la performance ? Et la santé planétaire, on a dépassé 7 limites planétaires sur 9. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Donc, on est en burn-out à tous les étages. Pourquoi, en fait, on en arrive à ça, quoi ? C'est parce qu'en fait, on a tout optimisé. On est addict à la performance. Et dans la définition de la performance, l'idée, c'est de dire c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Donc, c'est en gros atteindre son objectif le plus vite possible avec le moins de moyens possible. C'est en gros une autoroute. On va construire une autoroute pour aller d'un point A à un point B. Et du coup, on ne croise plus personne sur le chemin. On va canaliser une rivière, un fleuve. Enfin voilà. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Et on fait ça de partout, à toutes les échelles, à tous les niveaux. On a pris une boussole qui est la boussole de la performance, qui est la boussole propre aux humains. En fait, il n'y a aucune autre espèce qui utilise cette boussole pour l'évolution. Il n'y a vraiment que nous. Et en fait, cette boussole, elle peut être efficace, on va dire ça comme ça, puisque ça c'est un terme de performance. Elle peut être adaptée, en tout cas, dans un monde qui est stable et abondant en ressources. Pourquoi pas se dire qu'on atteint des objectifs en limitant les moyens rapidement quand le monde est stable et abondant en ressources. Mais c'est pas le cas en fait. Le monde n'est pas stable, le monde est par définition fluctuant et il l'a toujours été. Mais on a cherché justement à maîtriser ces fluctuations. Donc on a quand même plutôt pas mal réussi pendant un temps court, très court à l'échelle de la planète. Mais aujourd'hui, on voit par nos modes de vie, en fait, on vient augmenter les fluctuations et on va revenir dans un monde qui va être de plus en plus chaotique et fluctuant, avec des crises à tous les niveaux. Ça peut être des crises climatiques, géopolitiques, sanitaires, sociales, etc. Et donc, on ne va plus pouvoir continuer à prévoir comme on le faisait. Et si je peux me permettre un petit complément sur la performance, c'est un piège qui se renforce tout le temps. Plus on veut contrôler, plus il y a des fluctuations, plus on a besoin de contrôler. Plus du coup on va rajouter de la performance, de l'efficacité, de l'efficience, on va rajouter de la performance. Plus on va puiser dans les ressources et plus du coup on va engendrer des nouvelles fluctuations parce que plus on va venir déstabiliser l'ensemble. Donc c'est vraiment une boucle qui nous enferme là-dedans et c'est vraiment le chemin qu'on prend d'ajouter de la performance justement dans une logique de contrôle. Et ça fragilise tout. Parce que si je donne des exemples de fragilité, on va spécialiser des zones du monde dans certains types de production. La moutarde au Canada, s'il y a un problème, il n'y a plus de moutarde nulle part. Mon con. On a le canal de Suez, il y a un porte-conteneur en 2021 qui s'est mis en travers, il y a tout le commerce mondial qui est tombé. Donc ça, c'est vraiment des logiques d'avoir optimisé à un niveau mondial certains types de production, certains flux d'échange de marchandises. Donc ça nous fragilise en fait. Le fait d'optimiser tout, ça fragilise. Ça peut créer des effets rebonds aussi. C'est-à-dire que, si je donne un exemple d'effet rebond sur les frigos, dans les années 60, on avait des frigos hyper énergivores et on a voulu justement essayer de les optimiser, donc les rendre plus efficaces énergétiquement parlant. Et en fait, en faisant ça, on s'est dit, maintenant que c'est efficace, on va pouvoir démultiplier les frigos, faire des plus grands frigos, faire des caves à vin qu'on va en plus connecter. Donc, et au final, résultat des courses, on a... au-delà du fait qu'on est plus nombreux, on a encore plus de frigos par habitant. Donc on a créé un effet rebond, donc on a empiré le problème en voulant justement mettre une logique d'optimisation et de performance. Bon, tu dresses un constat que beaucoup de gens, je pense, ont en eux, dans le cœur, et moi personnellement, qui m'angoisse. Je sens que j'ai le palpitant qui s'accélère. Alors du coup, comment on peut habiter ce monde fluctuant ? Est-ce que le vivant nous enseigne des choses dont on peut s'inspirer, et notamment dans ces super fermes dont beaucoup d'entre vous font partie? Oui, alors complètement. Du coup, si je dis que la boussole de la performance, c'est la nôtre, en fait, tous les autres, tout le vivant,
personne n'utilise cette boussole-là, donc ça c'est hyper réjouissant. Il y a une autre boussole qui est utilisée par les êtres vivants, donc c'est la boussole de la robustesse. Et donc là, je vais donner la définition, parce que quand on parle de robustesse, c'est pas forcément hyper limpide. Donc dans la définition de la robustesse, il y a 2 notions. Il y a le fait d'être stable et viable. Donc stable, c'est vraiment comment est-ce que le système peut réussir à se maintenir dans un contexte fluctuant. Donc du coup, comment est-ce qu'il va pouvoir osciller ? En tout cas, il va se maintenir, il ne va pas tomber, il ne va pas se casser la figure, mais il va vivre avec les fluctuations. Et la deuxième partie de la définition, c'est ce système va être viable dans la durée. Et donc pour être viable dans la durée, il faut de fait ne pas impacter ses ressources, ni les gens, ni les milieux naturels, ni la société, rien en fait. Il faut justement contribuer à nourrir la santé des personnes, la santé de la société, la santé des milieux naturels. Donc ça, c'est vraiment la définition de la robustesse, stable et viable dans la durée. Tous les êtres vivants utilisent ça. Donc là, si je donne un exemple juste là tout de suite, si vous êtes en forme et que vous n'avez pas de fièvre, a priori, j'ai l'impression que tout le monde a l'œil normal et pas brillant. Si vous êtes en forme, vous avez à peu près 37 degrés de température corporelle. Vous n'êtes pas à l'optimum de la forme. Donc vous êtes des êtres sous-performants, là tout de suite maintenant. Vous seriez très 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 performant si vous étiez à 40 degrés. Parce que justement, votre corps humain, pour faire face à une fluctuation, se met en mode performance. Donc vos enzymes, qui à 37 sont pas hyper efficaces et font des tours et des détours dans votre corps humain, vont se mettre en ordre de bataille, aller d'un point A à un point B, et tout le monde sera rangé et vraiment dans les rangs pour faire face à cette fluctuation. Mais c'est pas un état que vous pourrez maintenir longtemps. Vous pouvez monter en température pendant 1 jour, 2 jours, mais après, ça va pas le faire. Donc la performance, c'est pas un état qu'on ne peut jamais avoir, mais c'est justement la robustesse, c'est de se dire on est en sous-régime pour pouvoir à des moments se mettre en mode performance, mais ensuite il faut revenir à un sous-régime. Parce que si on est tout le temps au taquet, on ne peut pas faire face à des fluctuations. On n'a pas de marge de manœuvre. Donc c'est vraiment ça l'idée. Si je donne un autre exemple, c'est ne pas être adapté à un contexte, mais être adaptable. Et du coup, la différence avec la résilience, c'est quoi ? Il y a des débats d'experts sur ces sujets, mais en gros, dans le concept de résilience, il y a l'idée de tomber à un moment donné. Donc, c'est pas forcément une injonction à tomber, mais en tout cas, il y a la notion de tomber pour ensuite se relever. Dans la définition, justement, en physique, c'est vraiment revenir à son état initial après une chute, on va dire. Là, il y en a d'autres qui mettent des définitions avec une logique de transformation. Donc, on n'est pas forcément on revient pas forcément à son état initial et il y a de la transformation. Mais globalement, il y a toujours l'idée de tomber. Alors que dans la robustesse, en fait, on s'occupe pas du fait de tomber ou pas. On va mettre en place les conditions qui font qu'on ne va pas tomber. Est-ce que, Aurélie, tu peux nous donner quelques clés de compréhension sur comment on peut mettre en œuvre la robustesse à l'échelle d'une ferme ? Alors, je pense que c'est plutôt vous qui allez donner des clés de compréhension par rapport à ça. Si on travaille sur la première partie de la définition, sur la stabilité, c'est d'étendre nos marges de manœuvre pour faire face à des fluctuations. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour justement retrouver du mou, en fait, du jeu dans les rouages, ne pas être au taquet et avoir tout optimisé ? Comment on retrouve du jeu dans les rouages pour pouvoir justement ne pas être adapté à un contexte spécifique, mais être adaptable ? Et là-dedans, du coup, ce qui peut nous inspirer, effectivement, c'est les principes du vivant. Donc, tu en as cité un peu, je peux redonner quelques exemples. Par exemple, l'inefficacité, le fait d'avoir des petites parcelles avec des haies versus un grand champ où là on va pouvoir passer facilement avec un tracteur, c'est pas forcément le truc le plus efficace, mais par contre c'est beaucoup plus robuste. L'hétérogénéité avec l'agriculture de l'imprécision qui favorise la diversité et les frictions, donc les interactions entre les espèces, la diversité génétique, la diversité temporelle dans les rotations, la diversité des espaces versus la monoculture, les ouvrages castors qui complexifient les milieux par exemple, donc tout ce qui favorise en fait l'hétérogénéité. Après, un autre principe, c'est la coopération. Et donc là, au niveau des fermes collectives, là pour le coup, c'est hyper illustré ce principe de comment est-ce qu'on fait à plusieurs et comment on coopère. Et c'est différent de la notion de collaboration, parce que dans la logique de collaboration, chacun a son objectif individuel et on va espérer que la somme des objectifs individuels nourrisse un commun. Dans la logique de coopération, il y a vraiment l'idée que
On a un projet commun, vraiment. Et chacune va venir contribuer à ce projet commun. Donc, après, je sais qu'aujourd'hui, vous avez parlé des initiatives foncières citoyennes. Ça aussi, comment on coopère au-delà des personnes qui sont dans les fermes avec les habitants du territoire ou avec les gens qui sont sensibilisés à ces questions. La circularité robuste, tous les systèmes de polyculture élevage, le fait que les déchets ne soient plus un problème, mais comment est-ce que justement on va faire avec les déchets, tout ce qui est lié à l'hydrologie régénérative aussi, c'est aussi lié à cette circularité. La redondance, typiquement avoir un magasin de producteurs en plus d'un autre commerce, le fait d'avoir plusieurs points de vente, d'avoir des services de proximité pour mailler le territoire, d'avoir des gîtes d'accueil de la faune sauvage en surnombre. Là, je prends l'exemple de la ferme du Grand Laval où ils sont dans une logique d'hospitalité active du vivant sauvage et donc ils mettent des gîtes en surnombre pour pas faire revenir 3 couples de mésanges, mais faire revenir tout l'écosystème autour de la mésange et toutes les dynamiques que ça peut générer et dont on ne maîtrise rien. Mais donc c'est vraiment être dans une logique de surabondance. Le fait aussi d'avoir des outils qui sont appropriables. La low-tech, donc si par exemple l'atelier paysan, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais peut-être le fait de pouvoir aussi se réapproprier ça, et donc c'est beaucoup moins efficace que d'aller acheter valoriser les marges aussi, avec les bandes enherbées, les haies, etc. Travailler sur les incohérences, la lenteur, explorer, tester des choses. Voilà. Donc tous ces principes-là, ça illustre complètement des principes de sous-optimalité du vivant. Merci. Alors, ça va être à vous. Donc, est-ce que ça fait écho à certaines pratiques que vous mettez en œuvre dans vos fermes ou même juste à l'intention de vos fermes ? Est-ce que tu peux juste reciter les 10 principes juste pour que ça donne des idées peut-être sur des exemples ? Alors, je ne les ai pas les 10, mais je vais essayer. Non, si, il y a redondance, lenteur, incohérence, inefficacité, hétérogénéité, erreur, hasard, coopération, circularité. C'est déjà pas mal. Je crois que j'ai tout dit. Donc, est-ce que certaines d'entre vous souhaitent témoigner sur des pratiques qui résonnent avec ces éléments-là ? Là, je passe le micro à Joachim Ferrand, paysan depuis 2003 à la ferme de Chalonnes, une ferme coopérative constituée de 7 associés et qui garantit les droits sociaux à toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Elle est située en Isère. Joachim est aussi fortement impliqué dans le réseau des fermes partagées. Sa première prise de parole montre que si les fermes font tout pour être robustes, on peut se questionner sur la possibilité d'appliquer certains principes clés de la robustesse dans le contexte actuel. Le micro continue ensuite de circuler dans la salle. Ok, alors comment vous avez été adaptable ? Moi, les marges de manœuvre, c'est le fait d'avoir été tellement au taquet tout le temps qu'en fait, après, finalement, tu as des marges de manœuvre infinies, quoi. La lenteur, donc il faut que je me fasse une image dans la tête de la lenteur. Je ne l'ai pas encore tout à fait. Mais on a quoi d'autre ? L'inefficacité. Non, mais ça parle. Il y en a qui veulent... en tout cas, c'est des thématiques, nous, qui reviennent sur la ferme, en fait. Qu'est-ce qui est important dans le travail ? De pouvoir avoir des temps d'échange, de pouvoir avoir des temps de communication. En fait, quand on parle, on dit que le collectif, c'est un atelier à part entière. Et ben, c'est un atelier non productif. Mais effectivement, on s'aperçoit que derrière, il produit la possibilité de continuer à vivre et travailler et traverser les conflits et améliorer les relations. Et on sait qu'on n'est pas du tout productif. Pour moi, je me dis, les marges de manœuvre, on les a pas. Enfin, s'il y a une vraie catastrophe, ok, ouais, peut-être. On a plein d'oiseaux sur la ferme de Chalonnes, par exemple. On a récupéré tous les rapaces qui avaient disparu, plus énormément de variétés d'oiseaux. Néanmoins, il y a une grosse catastrophe, on n'a pas de bas de laine, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, là, dans mon imaginaire aujourd'hui, ceux qui ont de la robustesse, c'est ceux qui ont les comptes en Suisse blindés, quoi. Ou des armées, ou des flics à leur solde, quoi. Enfin, voilà. Ouais, alors ils sont prêts, vu le contexte actuel, ça va pas tenir longtemps, quoi, cette affaire. Tu vois ? Là, en fait, effectivement, dans le monde actuel, c'est eux qui sont prêts, tu vois, mais dans le monde de demain, ce truc-là, ça va pas tenir.
là, l'idée, c'est vraiment de penser long terme. Et dans le long terme, quand tu es en collectif sur une ferme, que ta production elle est variée, que tes blés ils sont sur des semences anciennes et qu'il y a une diversité de... si tu as, je sais pas, un ravageur ou un contexte qui fait que la parcelle en monoculture avec un seul blé, elle va tomber, celle-ci, elle va pas tomber. Le sol il sera hydraté. Enfin, tu vois, c'est dans ce sens-là en fait, c'est de se dire comment est-ce que justement ton système, il n'est pas dépendant d'un contexte actuel il faut avoir le plus d'argent possible, etc. Mais ton contexte, il va vivre à travers le temps parce que ton sol il sera nourri, parce que tu travailleras avec les habitants, parce que y a des gens qui auront mis au pot pour faire en sorte que ça soit vivable. Tu vois, c'est ça en fait. Justement, dans le système peut-être plus capital, il y a des systèmes de soutien financier des uns entre les autres que peut-être qu'on n'arrive pas encore à faire dans nos fermes, mais ça serait pas inimaginable de se dire et si on crée une nouvelle MSA que des fermes collectives. Donc après c'est complètement un débat très politique et complexe. Mais par contre je trouve pour la marge de manœuvre pour moi par rapport aux fermes collectives c'est notamment le fait de pouvoir prendre des vacances. Parce qu'en fait, je trouve que le repos... Je ne sais pas si c'est ça qu'on mettrait dans marge de manœuvre. Mais je dis, si on ne veut pas être au taquet tout le temps, le fait que les personnes puissent prendre du congé, des week-ends, c'est quand même l'alternative par rapport à l'agriculture conventionnelle ou l'agriculture où tu es trop isolé socialement et que du coup, tu ne peux pas prendre de congé. Et donc, je pense que pour être stable dans le temps, ça me semble quand même... Des gens que je connais, y compris dans ma propre ferme, c'est bien parce qu'on est capable de se reposer qu'on arrive à durer, quoi. Donc là, moi, je la mettrais au moins déjà là, la marge de manœuvre. L'atelier paysan permet d'être peut-être autonome sur certains outils, mais j'ai l'impression que c'est encore rare les fermes dans lesquelles on est en capacité de s'autonomiser sur l'entretien des tracteurs. Peut-être d'avoir la bonne taille de tracteur pour pas trop galérer et en même temps réussir à le bricoler. Ça prend énormément de temps de choper les compétences. Et je me demandais si sur vos fermes, moi je suis porteuse de projet donc je peux pas témoigner, sur vos fermes, est-ce que il y en a qui ont été en capacité peut-être de s'autonomiser en fait des concessionnaires et des garagistes qui peuvent être plus ou moins honnêtes et de réussir à être un peu plus résilient sur le fait d'avoir un tracteur qui va pas coûter 7000 balles parce que on a eu un petit souci et on sait pas ce qu'il y a dedans et voilà. Nous, on est installés à Marseille dans une ferme pédagogique et je pense du coup on a la chance de diversifier nos sources de revenus et rien qu'avoir de l'accueil pédagogique qui est quand même un bon gain ça nous permet de dégager des sous et un montant un peu fixe et du coup ça permet d'avoir un peu plus de souplesse sur la vente de légumes. Un peu dans le sens inverse, on a quand même beaucoup de surplus de légumes l'été. Et je me rends compte, c'était peut-être dans le lien avec le pain et que ça amène plus de travail parfois de faire d'une certaine manière. Et nous, on met en commun nos surplus de légumes. Mais au final, ça rajoute énormément de travail de quantifier les surplus. Comme on n'a pas assez pour passer par un labo de transfo, on va... du coup, mettre en commun avec les autres fermes, donc comptabiliser les surplus des autres fermes. Et moi, je me rends compte que ça représente finalement une surcharge de travail. Moi, j'avais envie de rebondir sur l'efficacité, où je me dis, en fait, l'efficacité, elle permet la robustesse aussi. Et que c'est peut-être pas un gros mot, en fait, de parler d'efficacité. Parce que, par exemple, moi, si je fais de la transfo, justement, et que je suis efficace sur ma transfo, j'aurais du temps pour justement faire une réunion avec les collègues qui n'est pas rémunérée ou pour montrer à un collègue comment utiliser la visseuse et puis pour trier les vis que j'ai récupérées à gauche à droite et qui sont torx et compagnie et rouillées. Et du coup, cette efficacité, je pense qu'il ne faut pas la dévaloriser sur nos fermes non plus, en fait. Et qu'au contraire, en fait, on peut aussi se former pour être efficace peut-être sur un ou deux domaines pour pouvoir justement développer des polyvalences autres. Ouais, merci beaucoup, ouais, tout à fait. En fait, c'est juste que si on imagine un curseur, on est en mode 100% performance en ce moment. Je parle pas de vos fermes, hein. Mais en tout cas, le driver, il est vraiment vers le 100% performance. Et l'idée, c'est de ramener le curseur plus vers de la robustesse. Mais tu as raison, il faut bien sûr, à certains endroits, quand il y a un truc précis à faire, l'idée, c'est pas de faire mal, c'est d'être efficace sur ce truc-là pour
pour s'accorder du temps par ailleurs, etc. Donc tout à fait, c'est pas complètement incompatible. C'est pas incompatible en fait. C'est pas l'un ou l'autre. C'est juste de remettre le curseur au bon endroit. Et le chapeau, en tout cas, il doit être plus dans une intention de robustesse plutôt que dans une logique de performance. Mais effectivement, on peut avoir de l'efficacité à des endroits. Ouais, et dans le vivant, les animaux sont robustes. Par exemple, un animal qui chasse, il est ultra performant, un lion ou un guépard, je sais plus, mais en tout cas, la vitesse à laquelle il chasse, et sinon, ils dorment 18 heures par jour, je crois. Mais là, par contre, ils sont ultra performants à un moment. Donc la robustesse, pour moi, c'est aussi ça. C'est comment j'arrive, moi, par exemple, en ce moment, qui suis en burn-out limite depuis 3 ans, j'essaye de travailler plus que 3-4 heures par jour, de manière très efficace, et le reste du temps, je dors. Non, je rigole. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus lente et j'essaye de pas être à demi en essayant d'aller le plus vite possible, alors qu'en fait, j'y suis pas vraiment. Voilà, on dit pas qu'il faut être lent, inefficace, tout le temps, redondant en permanence. Alors Olivier Hamant, il dit aussi dans son bouquin Antidote au culte de la performance, il dit qu'on est déjà dans un monde de la robustesse, on a déjà commencé à aller dedans, mais moi ce que je ressens, et notamment par rapport au témoignage de Joachim tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression d'avoir tellement de bâtons dans les roues d'un système performant qui vient nous taper dedans en permanence. Moi, je le ressens par rapport à mon corps, quoi. J'ai du mal à gagner suffisamment d'argent parce que le monde veut de la performance. Et donc, comment je fais pour subvenir à mes besoins, blablabla. Donc, c'est l'autonomie, c'est construire mon habitat pour plus avoir payé de loyer, tout ça. Mais ça demande beaucoup d'efforts, en fait, pour aller vers ça. Et quand on est pionnier, comme toutes les fermes collectives ici présentes, c'est super dur, quoi. Donc, déjà, bravo, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fatigue. Et je fais le lien avec ce poster que Aurélie a affiché là-bas, ce concept de santé commune, que tu peux peut-être nous illustrer, parce que je fais le lien avec ce que je viens de partager, parce que c'est dur de retourner dans un système où on prend soin de toute la santé, alors qu'on est plongé dans cette espèce de bulldozer, quoi, qui écrase un peu tout sur son passage. Dans la notion de santé commune, il y a une couche au milieu qui est la santé de la société. Donc la santé de la société, c'est vraiment les liens sociaux, c'est la santé du territoire, c'est comment est-ce qu'on travaille entre acteurs, comment on travaille en système de coopération. Et puis la couche, la troisième couche, c'est la santé humaine. Et effectivement, dans vos systèmes, en étant à contre-courant d'un modèle dominant qui n'est pas du tout celui-là, ça peut être épuisant aussi. Donc c'est là où c'est pas du tout l'idée de dire que vos modèles actuels nourrissent toutes ces dimensions, parce qu'effectivement, il y a de l'épuisement, il y a aussi une complexité du travail qui est là, parce que de travailler sur toutes ces dimensions, ça rend le travail très complexe en fait. Merci. Est-ce que vous avez des exemples d'endroits dans votre organisation, dans votre cheminement, où vous avez vu un endroit où peut-être il y avait un manque de soins sur la santé humaine, des écosystèmes ou de la société, et vous avez trouvé une solution, ou alors vous ne l'avez pas encore trouvée? Sur le soin, en fait, sans être prosaïque, le fait d'avoir été en non-scope, donc le fait d'avoir été auparavant installé sur un statut entrepreneurial, fait que, en fait, finalement, il y avait de la robustesse, parce que même à 40 de fièvre, effectivement, mon corps était performant et je travaillais super bien, et de toute façon, je n'avais pas le choix. Donc oui, dans le soin, le fait de me transformer en coopérative a permis que je puisse avoir des sous de la sécurité sociale qui permettent éventuellement d'être plus soutenable pour les copains, parce qu'on pouvait embaucher des personnes pendant que j'étais malade. En fait, pour moi, ce qui est hyper robuste, c'est la sécurité sociale. Même pas la MSA, c'est déjà une dérive. Ce qui est hyper robuste, c'est la sécurité sociale, c'est l'assurance chômage, c'est l'assurance maladie. S'il y a un truc qui est performant dans nos fermes, me semble-t-il, dans celles que je connais, je commence à en avoir vu pas mal, c'est le nombre de personnes qu'on arrive à faire travailler sur la surface sur lesquelles on est installé. Ça, j'ai
rarement vu aussi performant qu'une ferme collective. Et pourquoi mon analyse est qu'en fait, il y a tellement de cerveaux en action dans ces endroits-là qu'en fait, on arrive à des niveaux de complexité qui permettent de s'en sortir et d'être vraiment adaptable. Je me tais, j'ai fini de meubler. Vas-y. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, Joachim, c'est le côté, ton témoignage sur, en fait, donc c'est une conférence sur la robustesse et tu témoignes de la performance. Du coup, je trouve ça drôle, tu as dit ce qui est super performant dans nos fermes, c'est de créer de l'emploi. Et c'est vrai que l'agriculture bio, en général, c'est plus 30% d'emplois, mais dans les fermes en agroécologie bio comme celle-là, en général, on est à plus, encore que ça, c'est par rapport à l'agriculture conventionnelle. Puisque si tu comptes sur une ferme, je sais pas, de 100 hectares, on n'a pas complètement encore toutes les stats, mais c'est entre 6-8 personnes. Alors que souvent, en conventionnel, c'est 1%, voire 1 pour 200, ou pour 300, pour 600. Et donc ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est parce que ça crée de l'emploi et que ça permet d'unir beaucoup de gens dans un même projet, comme tu dis, sur la santé commune, là. Du coup, ça crée une intelligence collective suffisante pour arriver à manager la complexité et donc être robuste. Et je trouvais ça intéressant la manière dont tu dis, là, on est performant pour arriver à créer mettre ensemble un nombre d'humains suffisant pour que ça crée de la robustesse contre l'image de l'agriculteur seul dans son coin, quoi. Ouais, moi c'est pour rebondir un peu sur la manière dont les choses sont présentées. Je pense que ça me dérange un tout petit peu et globalement je suis assez content qu'il y ait cette grille de lecture de la robustesse qui se développe. C'est intéressant, ça fait réfléchir, mais je trouve qu'elle arrive fort et que là je trouve que du coup on en vient à tout penser en termes de robustesse versus performance. Là où j'ai l'impression que, moi, ce qui rend difficile, compliqué l'installation, le fait de créer un modèle économique, créer quelque chose de viable sur la ferme collective, je suis pas sûr en fin de compte que ce soit le culte de la performance ou l'hégémonie d'une performance qui rend ça compliqué. Je pense pas que ce soit devenu la finalité absolue. Je pense que ça reste quand même un moyen à de nombreux égards et que c'est le moyen notamment d'une autre logique qui est la logique de valorisation du capital, qui est la logique en fait il y a des forces à l'œuvre qui cherchent à augmenter leur puissance à travers augmenter leur capital, et les États à côté qui cherchent à augmenter leur puissance souveraine, on va dire. La performance, c'est un moyen qui sert à ça. Tout ce que tu as présenté, tu as parlé d'un on est addict à la performance, et je trouve que c'est intéressant comme grille, mais je voulais juste ramener un peu le fait qu'elle explique pas, elle a ses limites aussi quand même, quoi. Il y a des acteurs qui ont une plus grande part de responsabilité et des logiques et des structures qui ont quand même un rôle actif bien plus important. Ouais. Tout le monde n'est pas dans cette logique-là, merci beaucoup de le dire. Et c'est vraiment le système actuel dominant capitaliste, quoi, qui nous met dans cette logique-là, effectivement, aujourd'hui, de performance très poussée, quoi. Depuis l'après-guerre, où on a tous les curseurs qui sont partis en flèche. Donc, ouais, complètement. C'est le système dominant, clairement. Alors, on a ici Émilie, qui a témoigné plusieurs fois, qui est directrice d'EU Farms, paysanne aussi spirulinière. EU Farms a eu un stagiaire récemment qui a travaillé sur IDEA 4, qui est un diagnostic qui a permis de montrer la triple performance et la robustesse de 13 fermes du réseau EU Farms en agroécologie bio, qui est largement supérieure aux fermes conventionnelles. Avec cette conférence, en fait, à l'origine, avec Émilie, avec Aurélie, avec Audrey, avec l'équipe d'organisation, notre intention, c'était de montrer en quoi les fermes collectives contribuent à la robustesse de la société. Et en quoi EU Farms a œuvré à montrer que ces fermes collectives agroécologiques sont exemplaires, alors le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas sont un chemin à suivre. Donc dans un projet qui s'appelle Organic ID, on a effectivement décidé, pour montrer l'exemplarité, on va dire, des fermes en agroécologie biologique, de comparer avec AgroParisTech toutes les méthodes d'évaluation multicritères
des fermes. Et donc, on a comparé plus de 300 méthodes, et celle qui nous a semblé la plus robuste scientifiquement, pour le coup, c'est une méthode qui s'appelle IDEA 4, qui a été développée par l'INRAE depuis 20 ans, avec tout un comité scientifique, 4 parce que c'est la 4e version, et que donc cette méthode, elle est assez intéressante, et c'est pour ça que je voulais proposer de témoigner de ça, parce qu'il y a effectivement... Il y a 53 critères, il y a des propriétés qui analysent notamment la performance de ces fermes, donc écologique, économique et socio-territoriale. Et en même temps, ils ont utilisé cette analyse pour voir des propriétés transversales, dont la robustesse, mais qui, selon eux, est vue avec certains points, pas aussi complexes que ça, mais d'autres propriétés transversales. Et dans ce premier échantillon, il y a au moins 3 ou peut-être même 4 des fermes partagées, de votre réseau de fermes partagées. Et donc la bonne nouvelle, parce que pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet au départ ? C'est parce qu'il y a des scénarios scientifiques qui montrent qu'on peut nourrir toute l'Europe en bio. Il y en a au moins 2, il y a TIFA, 10 Years for Agroecology, et CLEANOR, Climate Neutral Organic Farming. Et donc, les détracteurs de la bio nous disent bah oui, mais en fait, les scénarios scientifiques, ça existe, mais c'est de la théorie. Sur le terrain, on n'y arrive pas. Donc, vous avez forcément déjà entendu 1000 fois ça partout. Et du coup, c'est de dire bah si, en fait, les fermes qui réussissent à l'échelle de l'Europe à le faire, il y en a plein. Et on va vous les documenter avec la méthode scientifique la plus forte, qui se base notamment sur les bilans comptables des fermes. Donc, c'est pas du déclaratif, hein, c'est vraiment appris sur les bilans comptables. Et donc la bonne nouvelle, c'est que sur le premier échantillon de 13 fermes, en fait, on voit que les fermes en agroécologie bio, diversifiées, grandes, sont excellentes sur le plan agroécologique, excellentes sur le plan socio-territorial, par rapport aux 2000 fermes de référence dans cette base de données qui peuvent être conventionnelles ou bio, et au moins égales ou supérieures en termes de résultats économiques que les fermes conventionnelles qui existent. Et que sur les propriétés transversales, elles sont largement, mais largement supérieures à toutes les autres fermes de la base de données. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'au cas où on avait besoin de se prouver à nous-mêmes qu'on y arrivait, bah voilà, scientifiquement, ça se montre. Donc là, on est en train d'enclencher la deuxième phase de cette méthode. On va analyser 17 fermes. Donc si ça vous intéresse, bienvenue. Et puis on continuera de contribuer sur ça et de porter ces données, parce qu'on vise d'en faire 250 en 3 ans à l'échelle de l'Europe avec l'IFOAM, qui est la FNAB européenne, et Agroécologie Europe, et des députés du genre Benoît Biteau, et tous ces gens qui nous ont dit qu'ils nous attendaient avec nos résultats. Donc voilà. L'idée de vivre avec les fluctuations, c'est aussi repenser son rapport au temps, se reconnecter à son espace, d'avoir des démarches d'exploration du vivant sur les fermes, de parfois faire des choses et on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Il y a un exemple qui me vient encore sur cette ferme, la ferme du Grand Laval, où ils ont débusé un cours d'eau et en fait le castor est revenu et là ça a commencé à inonder toute une partie, ils n'avaient pas prévu et ils se sont dit du coup cet espace-là on ne sait plus trop quoi en faire, on verra. Et si le castor revient, est-ce qu'il ne va pas manger toute la haie, on verra. Donc voilà, c'est tester des trucs, de ne pas forcément exactement savoir ce qui va se passer. Et de faire avec finalement ce qui va advenir. Donc il y a cette idée de rapport au temps, de pas tout maîtriser, d'explorer. Ouais, de ce rapport à l'objectif. C'est quoi le rapport à l'objectif et c'est là où je remets la définition de la performance, c'est est-ce qu'on vise absolument ça ou est-ce que l'objectif c'est de nourrir la santé commune. Donc pour info, demain il y aura un atelier demain matin avec Aurélie et moi pour en fait soumettre vos fermes, si vous venez à cet atelier, à des tests de fluctuation. Tu peux peut-être expliquer en quelques mots ce qu'on va faire pendant cet atelier ? Ouais, l'idée c'est de partir de cas concrets, donc de vos fermes, et d'être donc pas forcément que entre vous sur une ferme, mais de mixer en fait les personnes et de travailler sur des cas concrets, de soumettre le système à 3 niveaux de fluctuation, de voir comment est-ce que ça réagit, et de voir à quel endroit il y a des points de fragilité. Et du coup, par rapport à ces points de fragilité, ensuite, d'essayer de faire émerger des leviers pour renforcer justement le système à ces endroits de fragilité. Que vous repartiez en fait avec des pistes pour renforcer la robustesse du modèle en cas de fluctuation. Je vous propose maintenant d'écouter Émilie Rousselou, directrice d'EU Farms, que vous avez entendue avant. Elle donne des exemples qui montrent en quoi les fermes en agroécologie biologique de plus de 30 hectares
qui comportent plusieurs ateliers et ont donc souvent une dimension collective, sont des exemples de robustesse. L'interview complète, réalisée par Aurélie Sutter, est à paraître prochainement sur la plateforme larobustesse.org. Être en agroécologie bio, c'est cultiver, élever des êtres vivants dans une ferme en faisant en sorte de les mettre dans les meilleures dispositions possibles et dans les meilleures interactions possibles pour arriver à ce qu'ils soient dans des bonnes conditions de vie, que du coup on évite les maladies et qu'on ait les meilleurs résultats possibles en créant une harmonie la plus propice. Et donc, il y a forcément de la circularité parce qu'on essaie aussi d'avoir, par exemple, une autonomie en matière organique pour les amendements. Et donc, on va, par exemple, pouvoir faire du compost à la ferme ou alors, par exemple, pour ceux qui sont en élevage, souvent pouvoir avoir des pâturages tournants dynamiques, donc où on déplace les animaux 1 à 2 fois par jour, tous les jours, pour qu'il n'y ait pas de surpâturage et que du coup, ils apportent leur déjection sur tout l'ensemble des parcelles, etc. Donc, en fait, l'agroécologie... de manière très opérationnelle dans les fermes, tout concrètement, à la fois sur le plan de l'énergie, sur le fait de recycler, par exemple, si on fait des céréales, pour faire de la meunerie, pour faire du pain, on va avoir des restes quand on va trier les céréales. Du coup, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ces restes ? Je vais pas les jeter, des restes de blé, de grains un peu cassés ou un peu hors normes. Du coup, si j'ai des poules, ils vont pouvoir manger ces grains. Ou si j'ai de l'élevage, par exemple, de vaches, du coup, il va y avoir le petit lait et qui est très favorable pour les cochons. Donc, en fait, ces fermes s'inspirant du vivant, elles ont tendance, avec le temps, à être de plus en plus complexes pour arriver à ressembler à ce que fait le vivant. Et donc voilà, donc la pensée systémique, c'est vraiment l'ADN commun de toutes les fermes et de tous les fermiers en agroécologie. Quand on est dans ce rôle-là, dans cette posture de fermier au service d'un écosystème vivant, c'est vraiment une question de design. Donc c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'être impliquée dans plusieurs projets en lien avec le design, l'exposition Paysan Designer qui avait lieu à Bordeaux ou le livre là, sur le design des mondes ruraux. Et donc en fait... on se rend compte que les paysans, les agriculteurs sont par nature des designers parce qu'en fait, quand on est en agroécologie, notre métier est d'organiser les choses et pour les mettre en relation pour que ça se passe le mieux possible, on va dire. Que ça soit de notre pain à notre client qui mange le pain ou de la poule au blé ou du blé à la luzerne, quoi. Et donc en fait, il faut concevoir ça dans cette forme de complexité sur l'ensemble de l'échelle de notre ferme, peut-être avec cette ferme en lien avec une autre ferme à côté où on peut se compléter, et tout ça en lien avec les coopératives, etc. Et donc on est vraiment dans cette approche du design, et c'est là que quand les gens, les détracteurs de la bio et de l'agroécologie disent oui mais il y a un problème de scalabilité, donc le passage à l'échelle, parce que en fait, contrairement à d'autres modèles plus industriels, où on aime beaucoup les solutions clés en main, en fait là c'est impossible d'avoir des solutions clés en main parce que forcément ça dépend du sol, du climat, des gens, de ce que les gens aiment, du territoire, des habitudes culinaires. Il y a 1001 facteurs qui sont des facteurs de contexte locaux. Donc en fait, en agriculture agroécologique ou en permaculture, on dit toujours ça dépend du contexte. C'est la phrase des formateurs en général, ça dépend. On est vraiment dans une approche de conception et de reconception d'évolution du système qui est toujours basée sur un contexte local. Et donc c'est justement plutôt la méthode qui va être commune et pas le résultat. Donc par exemple, parce qu'on va mettre des haies autour d'une parcelle ou qu'on va faire de l'agroforesterie intraparcellaire, on va favoriser certains équilibres du sol qui vont apporter certaines fonctions comme la matière organique, la captation d'eau, etc., qui vont être bénéfiques, créer des microclimats, etc. Évidemment, en agroécologie, quand même, le Graal, c'est la polyculture élevage, parce que voilà, c'est dans le vivant, et le monde animal et le monde végétal collaborent, plus après tout ce qui est sous le sol et toute la vie du sol et tout ce qu'on ne voit pas, mais qui est hyper important. Et à ça s'ajoutent les humains. Et c'est vrai que c'est pour ça, depuis le début, je parlais un peu de la posture, où je considère on peut dire des designers, mais on peut dire des gardiens d'un écosystème qu'on essaye d'influencer pour que les choses se passent le mieux possible. Et donc, comme les fermes en agroécologie créent beaucoup d'emplois, c'est leur qualité, donc il y a plus 30% dans les fermes en bio et encore plus dans les fermes en agroécologie bio, en fait, ça veut dire que c'est des fermes qui rassemblent en général beaucoup de gens.
Donc, au milieu de ces gens, il peut y avoir des systèmes un peu verticaux avec un chef et des salariés, mais c'est quand même très rare en bio. On est plutôt sur des fermes avec des systèmes plus horizontaux de gouvernance qui testent tout, avec des associés, des salariés, toutes les formes coopératives nouvelles qui sont en train d'émerger, par exemple avec les fermes partagées qui portent ce travail-là. Et donc, il y a cette coopération à l'intérieur de la ferme entre les gens de la ferme, puis évidemment entre la ferme et les gens, les mangeurs, ceux qui vont manger les produits de la ferme, et les autres fermes autour, puisqu'on est nombreux à être dans des réseaux de fermes depuis très longtemps, les CIVAM, les ADR, les décompactés de l'ABC, EU Farms. Et donc cette coopération, on la vit à tous les étages. Et je pense que c'est vraiment important, parce qu'en fait, pour moi, quand on est agriculteur ou éleveur, on est une des qualités que tu n'as pas dit, mais qui est, je pense, très importante, c'est l'empathie. Et en fait, on se met souvent à la place. On est empathique, tu vois, avec les animaux qu'on élève. Voilà, moi, je cultive de la spiruline. Je suis empathique avec ma spiruline parce qu'en fait, je me dis qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle se sente bien. Donc, je me mets à sa place, en fait. Et donc souvent, on le fait pour l'ensemble des éléments de notre système. Et donc on est attentif à la manière dont ça se passe. Donc, ça développe chez nous une qualité de coopération qui est d'être à l'écoute du vivant, pour justement arriver à faire les choses le mieux possible, quoi. J'ai demandé à Céline Riolo, co-directrice de la SKIC Les Fermes Partagées, et à Joachim de me dire en quoi les fermes collectives ou partagées sont plus ou moins robustes face aux aléas. Les fermes partagées viennent de lancer Ferme École, une formation immersive pour apprendre le métier de paysan-paysanne directement dans des fermes collectives et coopératives de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La formation dure 7 mois et démarre le 7 décembre. Je vous ai partagé le lien pour découvrir le projet dans les notes de l'épisode. Je crois que de par leur raison d'être, ce pourquoi elles se sont construites et constituées en fermes collectives, c'était déjà pour répondre à des enjeux d'aléas. Le fait d'avoir des fermes qui vont réfléchir à avoir différents ateliers, différentes productions sur la ferme, ça permet aussi d'être beaucoup plus robuste face à des variations de prix des différents produits qu'ils vont mettre en œuvre. Et aussi d'apporter, en plus de complémentarité d'un point de vue agronomique sur la ferme, avec par exemple le polyculture élevage et la diversification des parcelles, avec la création vraiment de mosaïques paysagères qui sont reconstituées sur ces fermes collectives-là, ça apporte aussi une forme de réponse et de moindre dépendance à des intrants extérieurs, par exemple, à des productions qui sont moins rémunératrices et d'autres qui sont plus rémunératrices. Et on voit que l'ensemble, ces différents ateliers, répondent à cet enjeu-là. Comment on crée des modèles économiques qui, face aussi aux aléas climatiques, exemple, en 2021, il y a eu une année avec du gel noir et tout était brûlé en arboriculture. Il y a eu très peu de fruits à noyaux dans toute la vallée de la Drôme et dans toutes les régions arboricoles. Et les fermes qui avaient des ateliers d'arboriculture, si elles avaient à côté des ateliers de maraîchage, de la grande culture, avec des paysans boulangers, etc., elles ont pu continuer à produire, à générer du chiffre d'affaires, à salarier et à générer des revenus pour les paysans et les paysannes qui travaillent sur ces fermes-là. On voit bien que la diversification des ateliers de production est aussi une réponse. Quelque chose qui aussi est inscrit dans l'ADN de ces fermes collectives, c'est qu'elles sont vraiment ancrées dans un territoire et par une volonté des paysans et paysannes de nourrir et d'être en lien avec ce territoire-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, elles développent des circuits courts. Tout est vendu 100% en local, ultra local et la plupart du temps en circuit court. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dépendants du prix du gasoil ou de l'électricité pour aller approvisionner tel ou tel endroit, puisque toute la commercialisation se fait à proximité. Elle se fait à proximité sur des circuits qui sont également diversifiés. On n'est pas à tout vendre à une coopérative qui va envoyer sur des filières longues. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais je dis simplement face à des aléas auxquels on peut être confronté, des aléas géopolitiques par exemple, le fait de localiser et de produire pour son territoire les rend aussi beaucoup plus robustes face à ces stress-là, ces aléas-là.
ce que je peux voir, c'est que la robustesse, en fait, dans l'agriculture normale, elle est robuste aussi parce qu'en fait, il y a des forts liens de solidarité. Là où finalement, nous, on se retrouve avec les mêmes forts liens de solidarité sur le territoire, si on les a mis en place. Mais on se retrouve sinon un peu isolés les uns des autres, même s'il y a plein d'endroits de robustesse. Mais je suis pas sûr qu'on soit beaucoup plus robuste que d'autres endroits, si ce n'est qu'on ne dépend pas énormément de technologie, beaucoup, qu'on sait organiser le travail pour beaucoup sur des petites surfaces. Donc si on doit s'adapter en organisation du travail à produire sur des petites surfaces des fortes quantités et de la logistique complexe, et de l'accueil, etc., on sait faire. Je laisse le dernier mot à Émilie, qui explique pourquoi il est si difficile pour les fermes agroécologiques collectives de trouver un équilibre entre performance et robustesse face à un système qui les contraint de plus en plus. Il est certain que manager cette complexité, c'est déjà un effort en général et c'est aussi passionnant. Mais qu'effectivement, là, on a quand même beaucoup de vents contraires puisqu'il y a les crises écologiques, climatiques notamment, les crises politiques et économiques. Donc en fait, on est quand même obligé dans ces fermes d'arriver, heureusement, grâce à leur robustesse, construite depuis des années, et c'est plus facile pour celles qui ont 40 ans, qui sont peut-être en deuxième génération, que ceux qui viennent de s'installer il y a 5 ans et qui viennent d'investir beaucoup. On est obligé d'activer quelque part au maximum, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais au maximum tout ce qui fait de notre robustesse. Mais donc, justement, le moment on peut baisser un peu la pression, on a un peu droit à l'erreur, c'est pas grave s'il y a un peu un clash là aussi ou quelque chose, on n'a plus trop le droit à l'erreur, quoi. Et donc, c'est vrai que forcément, c'est fatigant. On est en mode performance, effectivement, presque sans repos. Alors, heureusement, dans les fermes, comme je l'ai dit, il y a quand même un fond, que ce soit le sol, les humains, les gens qui viennent manger, tout notre écosystème est le plus solide possible, donc on arrive à s'appuyer dessus. Mais effectivement, il y a quand même un peu une lassitude dans les rangs, parce que ça fait longtemps qu'on est dans ce mode performance qui, au bout d'un moment, si on ne peut pas se reposer, est fatigant. Et donc, déjà qu'il y a l'économique et le climatique. Le fait d'avoir presque parfois l'impression d'aller à contre-courant de ce que souhaite la société. L'État souhaite peut-être que les gens mangent d'une certaine manière ou que les agriculteurs soient au service, par exemple, d'une exportation massive. Bien entendu qu'une partie du sens de notre métier, c'est d'abord d'être dans notre ferme, dans notre écosystème et de nourrir les gens autour. Mais quand même, à un moment, parce que les décisions politiques sont quand même un impact par rapport notamment à la politique agricole commune, on a vraiment l'impression d'être à rebours d'un projet politique social, alors que pourtant on a l'impression, et que c'est quand même prouvé scientifiquement et sociologiquement, qu'on est au contraire la proue de ce qu'il faudrait faire. Ça devient complètement paradoxal. En fait, on est quelque part, il y a la gestion de l'écosystème, mais dans une injonction paradoxale, où en fait, grosso modo, on nous dit c'est bien, mais c'est pas assez, ou carrément, en fait, il faudrait mieux changer, quoi. Vu que tout notre écosystème est quand même souvent très anxieux, enfin, dans ce qu'on entend, je voudrais dire que surtout, il y a des solutions extrêmement simples. C'est-à-dire que moi qui suis agricultrice, le fait que les gens viennent dans ma ferme pour commander de la spiruline, que quand on va dans les foires ou les marchés, les gens viennent à nos stands, sont gentils avec nous, ont envie de manger ce qu'on mange, que les chefs de cantine commandent des produits chez nous, etc., etc. Enfin, tout ce que chacun peut faire à son échelle. Et je veux vraiment pas remettre toute la cause aux citoyens, mais pour l'instant, en tout cas, au moins à son échelle, c'est super important. Et puis que ceux qui sont porte-parole à l'échelle politique, n'hésitent pas à faire leur maximum, en fait, pour... la cause n'est pas perdue, quoi. Il faut vraiment... chaque soutien, en fait, compte, parce qu'en fait, c'est cette étincelle-là qu'il faut pas perdre et qui est fondamentale, en fait, dans le sens que ça a d'être dans le métier qu'on réalise, quoi. Je vous invite à poursuivre avec la deuxième partie de ce reportage qui est une mise en lumière des principes de la robustesse avec un test de robustesse sur la ferme des Volonteux. Je remercie toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu du micro. J'espère que ce reportage vous aura informé pour mettre en mouvement votre corps vers la régénération du vivant par l'agroécologie. Et avant de passer à une autre occupation, je vous invite à prendre un petit temps pour intégrer les messages clés avec lesquels vous repartez de cette écoute.
N'hésitez pas à noter les 3 apprentissages les plus importants avec lesquels vous repartez. Si cet épisode vous a plu, je serai très heureuse d'avoir vos retours via un commentaire sur Spotify ou YouTube. Pour aider à la diffusion de ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou encore l'envoyer à 3 personnes qui pourraient se nourrir de cette écoute. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description de l'épisode. À bientôt et pensez à mettre les mains dans la terre régulièrement. Elle en a besoin, et vous aussi.